Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Quels obstacles se dressent encore sur la route des voitures autonomes, même si la généralisation des voitures totalement autonomes sur nos routes n'est pas encore vraiment pour tout de suite. Les sujets à régler avant leur arrivée sont encore nombreux. Cadre législatif, responsabilité en cas d'accident, défis techniques, logistiques aussi, autant de choses à régler avant d'imaginer totalement déléguer nos déplacements en toute sérénité à ces machines qui conduisent mieux que nous. Dans cet épisode, on fait le point sur les défis qu'il faut encore relever, les changements que l'on peut attendre de ce que l'on peut probablement décrire comme la plus grande révolution depuis l'avènement de l'automobile. On en parle avec un spécialiste, il est consultant en automobile et auteur d'ailleurs d'un ouvrage sur la voiture autonome. Bonjour Damien Derouane. Bonjour Cédric. Alors ça ne s'entend pas, mais vous nous rejoignez de Belgique, donc si on entend des 70 et des 90, il faudra pas s'étonner. Voilà, si vous entendez un petit accent bruxellois aussi, ça fera pas de mal. Hein. Vous avez longtemps travaillé dans l'industrie automobile, vous êtes un spécialiste, entre autres, de toutes ces questions autour de la voiture autonome. Alors, je voulais d'abord peut-être qu'on clarifie la définition de la voiture autonome, parce que une voiture autonome, c'est un véhicule capable de circuler sur une route sans l'intervention du conducteur. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'en fait, cette définition, elle cache des niveaux d'automatisation qui codifient l'autonomie de la voiture. Il y a 6 niveaux d'automatisation. Alors, il y a un niveau 0, c'est-à-dire c'est la voiture qu'on connaît aujourd'hui, totalement manuelle, sans assistance. Et puis, ça va jusqu'au niveau 5, une automatisation complète. En gros, une voiture qui ne nécessiterait ni assistance, ni conducteur, ni même un volant. D'ailleurs, une voiture dans laquelle on ne serait que le passager. Et après, c'est un peu 50 nuances de gris sur ce qui se passe entre les deux. Exactement. La définition, pour répondre à la question, c'est d'un véhicule autonome. C'est un véhicule qui est tout à fait capable d'aller d'un point A à un point B, en passant par des chemins privés, des routes nationales, privées et publiques, sans aucune intervention humaine, ni à bord du véhicule, ni même de l'extérieur du véhicule, contrairement à des petits shuttles autonomes pour l'instant, qui parfois sont encore un petit peu téléguidés depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment la définition du véhicule autonome, être capable d'aller d'un point A à un point B, parfois distant de plusieurs centaines ou même milliers de kilomètres, sans aucune intervention humaine. Et pour y arriver, effectivement, il faut être d'un minimum de niveau 3. Donc les voitures qui sont en train de rouler pour l'instant et que l'on voit de temps en temps à la télé lorsqu'il y a un incident, parce que ça peut arriver, ou tout simplement parce que ça fait le buzz, ou les constructeurs qui sont très fiers de l'annoncer, sont toutes des niveaux 3. Donc celles-là roulent déjà, elles ont déjà accumulé des millions de kilomètres. Et entre celles-là et les niveaux 5, il y aura effectivement beaucoup de temps qui va passer. Ça change beaucoup de choses au niveau des points que vous avez cités, législation, responsabilité. Parce que le niveau 5, là, il n'y a plus aucune intervention humaine, mais plus aucune commande non plus. Donc dans ce cas-là, tout simplement, vous montez à bord comme vous montez à bord d'un train. Donc forcément, par définition, on ne pourra pas vous reprocher d'être responsable de quoi que ce soit si vous montez à bord d'un bus ou d'un train. Donc ce qu'on trouve aujourd'hui sur nos routes, ce sont donc des voitures avec une automatisation de niveau 3, c'est-à-dire des voitures qui peuvent fonctionner seules, mais dans laquelle il faut encore qu'il y ait un conducteur assis à la place du conducteur, prêt à prendre le contrôle en cas de besoin, et puis dans plein de situations, parce que toutes ne savent pas se garer, passer d'une petite route à une route nationale, enfin bref, il y a négocier un rond-point par exemple. Il y a tout ce qui est avant, au niveau 1 et 2, qu'on va qualifier plus d'assistance à la conduite, le régulateur de vitesse, les systèmes qui vous gardent dans votre file sur l'autoroute, etc. Pour passer ne serait-ce qu'au niveau 4, c'est-à-dire une voiture qui est capable d'aller, je vous la fais schématique, de chez moi au bureau par exemple, en passant par une petite route, 3 ronds-points, une route nationale, une autoroute, etc. et d'aller jusqu'au parking, déjà il va encore se passer un peu de temps, non ? Il va se passer beaucoup de temps et en fait, dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, celles de niveau 3 le font déjà tout, y compris se garer. Avant l'émission, on discutait ensemble d'une célèbre marque américaine de Elon Musk, pour pas la citer. Tesla, pour pas la nommer, oui. Exactement. Ces voitures-là sont des voitures de niveau 2. Ce sont des voitures qui ont énormément d'aides à la conduite, des aides combiné, c'est-à-dire que vous avez un régulateur de vitesse adaptatif qui vous évite de rentrer dans le véhicule qui vous précède. La voiture est capable de freiner, de se déplacer, de changer de bande de circulation. Beaucoup de véhicules, et peut-être parmi les gens qui vont écouter, ont des aides à la conduite très développées, des reconnaissances de panneaux de signalisation, par exemple, dans laquelle la voiture va directement reconnaître qu'on arrive dans une zone de chantier, donc je veux y redescendre à 80 ou 90 km/h. Vous avez dit, j'ai pas dit 90. Donc elles sont déjà capables
Magnifique. De le faire toute seule. Le niveau 3, là, c'est une étape d'après. Entre niveau 3 et niveau 4, en fait, en matière de responsabilité, ça reste la même chose. À niveau 4, là, on imagine que on est effectivement à mon avis, au minimum, même si je n'ai pas de boule de cristal, pas plus que quelqu'un d'autre d'ailleurs, on est au minimum dans une dizaine d'années. On a un véhicule qui a déjà changé de forme à l'intérieur, son aménagement, de sorte que vous pourrez aller vaquer à d'autres occupations à l'arrière du véhicule, avec des fauteuils qui peuvent se retourner. Mais en niveau 4, la voiture va toujours être capable de vous appeler en cas d'urgence. C'est une notion qu'on comprendra très vite, qui est très théorique, parce que si vous n'avez plus roulé pendant plusieurs milliers de kilomètres, je vous souhaite de ne pas devoir reprendre les commandes. Parce que si vous êtes en train de manger ou de dormir, une autre activité, il vaut mieux ne pas reprendre les commandes. Alors c'est vrai, on voit d'ailleurs chez certains constructeurs, sans aller très loin, je pense à Renault par exemple, des concepts qui ne sont encore que des concept cars, dans lequel, le volant a disparu, et puis dans lequel le design intérieur de la voiture est devenu une sorte de salon roulant ou de bureau roulant. Enfin, c'est-à-dire que tout à coup, on fait même abstraction du sens de circulation, et c'est vrai que tout à coup, ça redéfinit complètement ce à quoi ressemble la voiture. Ce qu'on attend de l'arrivée de ces voitures plus intelligentes, évidemment, c'est du confort, mais c'est aussi d'abord de la sécurité. Oui, complètement. Et c'est d'ailleurs là, je pense, l'obstacle à l'avènement complet des voitures autonomes, c'est la probabilité d'accident. Pour ce qui est de la forme, en fait, on ne doit pas réinventer l'eau tiède. À partir du moment où un véhicule va nous permettre d'avoir plein d'activités humaines, on peut penser que les voitures vont de plus en plus ressembler à ce qu'on connaît déjà, ça s'appelle un mobil-home, un véhicule dans lequel on peut boire, manger, dormir, faire plein d'activités. On aura du temps de cerveau disponible, comme disait le patron d'une célèbre chaîne de télévision, qu'on pourra affecter à autre chose que regarder la route, notamment manger un maximum de publicité. Donc ça aussi, ça va redéfinir le prix de l'utilisation, parce que ce sera fortement sponsorisé par des annonceurs. Et pour ce qui est de la sécurité, aujourd'hui, on sait déjà que le risque d'accident avec les voitures qui roulent, parce qu'au moment où on se parle, il y a plus ou moins 25 000 voitures autonomes qui sont en train de sillonner toutes les routes de la planète quasi en permanence, puisque la Terre est ronde, et elles ont déjà accumulé des millions de kilomètres avec moins de 1/1000 de l'accidentalité, de la mortalité qu'on a avec des voitures normales. C'est-à-dire que ces voitures-là sont encore au stade expérimental, mais elles avalent les kilomètres par million justement pour faire l'apprentissage des conditions réelles de conduite et pas juste de celles qu'ont imaginé les développeurs des logiciels qui les font avancer. Exactement. Donc on peut effectivement, comme vous dites, on pourrait les appeler des prototypes. Eh bien, ces prototypes, force est de constater qu'ils fonctionnent déjà très très bien, puisqu'ils génèrent très très peu d'accidents, alors que par définition, ils sont pas encore à la technologie qu'on aura dans quelques années. Et par ailleurs, grande différence aussi, c'est qu'ils ne sont pas connectés les uns aux autres. Un des gros avantages de l'avènement des voitures autonomes, le jour où on n'a plus que des voitures autonomes, c'est qu'elles discutent en temps réel, en permanence, nuit et jour, les unes avec les autres, de sorte que si vous arrivez dans un bouchon ou dans un accident qui vient de se provoquer, la voiture concernée est déjà en train de le communiquer à toutes ses petites sœurs derrière, de sorte que vous évitez l'accident, que parfois aussi vous évitez le bouchon, vous pouvez sortir juste à temps. Les voitures aujourd'hui, deuxième chose, ne sont pas encore connectées avec l'infrastructure. Donc ça sera un deuxième gros bouleversement indispensable à l'avènement des voitures autonomes, puisque on ne les aura sur les routes que le jour où la probabilité d'accident sera de 0,00000 quelque chose. On peut comparer très facilement avec l'aviation. Ça fait des décennies que les avions sont tout à fait capables de voler intégralement, décoller, voler, atterrir seuls. Poser la question à des pilotes, plusieurs me l'ont confirmé, mais néanmoins, statistiquement, je pense qu'il y a à peu près 14% des auditeurs qui seraient prêts à monter dans un avion sans pilote. C'est vrai que la question se pose. Vous voyez tout. C'est vrai qu'on le rappelle, les accidents de la route dans le monde, c'est plus d'1 million, c'est 1,2 million de décès par an, et surtout on le sait, 90% d'entre eux sont liés à une erreur humaine, à un endormissement, à la vitesse, à l'alcool, à ce genre de choses. Mais il y a quand même d'autres avantages à imaginer un monde fait de voitures autonomes. C'est pas que la sécurité. Non, et les voitures ne seront pas que autonomes. C'est le fait qu'à partir du moment où elles sont capables de tourner du matin au soir, contrairement à nos voitures qui passent quasi l'intégralité de leur vie à dormir sur un parking, en bas de chez vous, au bureau ou dans un centre commercial,
parce que nous déplaçons encore pour faire nos courses, mais ça aussi ça va changer. Ces voitures sont tout à fait capables de vous conduire le matin, d'aller conduire les enfants, d'aller faire un petit peu, pourquoi pas, aller jouer les taxis pour vous, faire du Uber, et puis vous revenir vous rechercher à 18h parce que vous avez demandé qu'elles reviennent à 18h. Donc, par définition, on a besoin de moins de voitures lorsqu'elles sont autonomes que des voitures traditionnelles telles qu'on les connaît aujourd'hui. Parce qu'elles sont capables déjà. Donc, un des impacts, c'est déjà ça, c'est de diminuer la pression, le nombre de voitures. Donc, ça va changer aussi la photo qu'on peut avoir, la manière d'organiser les centres urbains, et de retourner finalement de nouveau à ce qu'on a connu il y a un siècle. Si vous prenez des photos, même pas mal d'animations de Paris en 1900, où on voit effectivement que la route, toute l'infrastructure publique était pour les vélos, pour les piétons, pour les gens, et non pas pour les voitures. Alors, c'est intéressant. Certains évoquent une révolution totale sur le marché de l'automobile et sur l'idée qu'on se fait de l'automobile. C'est-à-dire que c'est tout à coup, si l'automobile devient un service qu'on utilise à la demande, comme on utiliserait le taxi aujourd'hui, ça veut dire que c'est le début de la fin de la voiture individuelle ? Oui, la voiture, l'autosolisme est en train de vivre ces derniers jours. Et l'autosolisme, c'est un joli néologisme, c'est-à-dire seul en voiture. C'est les 1,2 personnes que vous croisez dans leur voiture le matin qui vont vers Bruxelles et les 1,05 qui vont vers Paris tous les matins. Donc c'est objectivement un non-sens total. Mais voilà, le monde s'est développé, la mobilité du travail s'est développée comme ça pendant quelques décennies. Et effectivement, pour répondre à votre question, ça va complètement révolutionner toute la pyramide de l'industrie automobile. Ce qu'on produit, le type de véhicule qu'on produit, comment on le distribue, comment on le vend, c'est-à-dire de plus en plus avec de la location, jusque à la forme et aux activités qu'on retrouve dans des concessions automobiles, sujet sur lequel je travaille beaucoup avec les importateurs, avec les groupements automobiles, c'est-à-dire vraiment revoir tous les métiers qu'on y retrouve, parce que les gens qui viennent acheter une voiture pour faire de l'autosolisme, ceux-là auront disparu. Par contre, demain, la mobilité ne va pas s'arrêter. Donc de plus en plus, ces mêmes entités, ces mêmes distributeurs automobiles seront amenés à vendre non plus des voitures, mais vendre des packages de mobilité. C'est assez comparable à ce qu'on a connu dans ma tendre enfance. Je me souviens que chez moi, on recevait une facture tous les mois pour la télévision, pour le téléphone, pour le fax, etc. Aujourd'hui, bien évidemment, on a une seule facture pour la data finalement, que ce soit téléphonique, que ce soit télévision, que ce soit d'autres services. Et bien, c'est un petit peu la même chose. Dans l'avenir, on payera pour la mobilité de son entreprise, la mobilité de sa famille, dans lequel il y a X personnes qui ont telles activités, qui partent 1 ou 2 fois par an en voyage plus loin que tel périmètre, etc., etc. Donc vraiment tous les métiers de tout ce secteur qui fait vivre pas loin de 15% de la population active, le secteur automobile et tous les services adjacents, dont la finance et dont l'assurance, sont concernés par cette activité-là. Alors sur les obstacles techniques peut-être qui restent sur la route de la voiture autonome, on dit aujourd'hui que elles conduisent mieux que nous. Il y a des choses qu'elles font avec plus de sûreté. Elles ne sont jamais fatiguées, enfin ce genre de choses. Mais est-ce qu'il y a encore des choses, on le voit, qu'une voiture autonome fait moins bien qu'un conducteur humain ? Oui et non, dans le sens où si vous regardez effectivement l'accidentalité aujourd'hui et faites l'expérience, prenez votre voiture ce soir et lorsque vous dépassez un autre véhicule, vous verrez que malheureusement il y a presque 1 personne sur 3. Je vous le dis parce que je me suis amusé à le faire plusieurs fois, qui est sur son téléphone tout en roulant. Il y a une partie de la population qui continue à conduire alors qu'objectivement elle ne devrait plus le faire parce qu'on n'en a pas ou pas encore, on n'a plus les capacités. Et par rapport à ça, comme je disais, même les prototypes aujourd'hui qui ne sont pas connectés roulent déjà mieux que nous. Lorsqu'on regarde des cas extrêmes, et donc les développeurs, que ce soit Waymo ou d'autres, en ont, par exemple, on voit une voiture autonome qui arrive dans une ruelle où une personne dans une chaise roulante électrique est en train d'essayer de rattraper un canard. Le canard qui forcément a fait des mouvements assez bizarroïdes. Mais que fait la voiture autonome ? Pensez-vous, elle s'arrête. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous ? On s'arrête aussi. Donc même dans des situations plus que cocasses, la voiture autonome fait la même chose que nous. Maintenant, plus sérieusement, la grande difficulté pour l'instant, ce n'est pas sur autoroute comme votre voiture de niveau 2 avec ses aides à la conduite, c'est vraiment dans les centres urbains, les croisements, les carrefours. Et
Par ailleurs, et les ronds-points, n'oubliez pas les ronds-points, qui est quand même une passion française, le rond-point. Les ronds-points prioritaires, exactement. Les nœuds, les échangeurs. Enfin, il y a tellement de formes de ronds-points. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles roulent sur toutes les infrastructures routières. Mais le gros obstacle qu'elles ont aujourd'hui, c'est de gérer le fait qu'il n'y a pas que des voitures autonomes. Donc, si on partait d'une feuille blanche et qu'on développait, on s'amusait à lancer la voiture aujourd'hui, on disait, tant qu'à faire, on va directement partir sur le mode autonome, ce serait beaucoup plus facile que de devoir gérer les réactions inopinées d'un vélo qui se déporte, de deux personnes tout simplement qui sont sur un trottoir, qui se font la bise, et on sait que vu qu'elles s'embrassent normalement, enfin on se faisait la bise avant le Covid, pardon, qui se saluent. C'était il y a longtemps, oui, on se souvient. C'était il y a longtemps, ouais. Et on sait que une des deux, nous humains, savons que s'ils font ça, c'est qu'une des deux va traverser la route, qu'une voiture autonome n'a pas la subtilité de comprendre. Et puis il y a toutes les interactions justement d'ailleurs avec les piétons, tous ces moments, vous savez, où on s'arrête pour laisser passer un piéton, il faut que la voiture trouve des moyens pour arriver à afficher son intention. Il y a plein il reste quand même quelques questions techniques à régler. Sur les autres questions qui vont devoir trouver des réponses avant l'arrivée massive des voitures autonomes sur nos routes, on le disait tout à l'heure, il y a celle de la responsabilité. C'est une question qui va chambouler, on l'imagine, l'assurance automobile, c'est-à-dire que en cas d'accident, parce que les accidents arriveront toujours, qui est responsable? Est-ce qu'il faut imaginer un régime de grande simplicité? Par exemple, c'est le propriétaire de l'automobile qui est responsable, vu qu'il n'y a plus vraiment de conducteur, ou est-ce qu'il faut trouver des modes de responsabilité peut-être plus équitables mais plus compliqués? En fait, c'est plus simple qu'on le pense, c'est-à-dire à partir du niveau 5, dès lors qu'il n'y a plus de commande à bord, alors il n'y a plus aucune forme de responsabilité du conducteur. Tous les niveaux en dessous, y compris le fameux niveau 4, comme je vous disais, parfois après plusieurs semaines, vous n'avez plus touché les commandes, la voiture vous appelle à la rescousse. Ça veut dire aussi que dans ce cas-là, dans cette situation d'urgence où elle dit « moi je n'ai plus le contrôle, j'ai perdu la connexion, ou j'ai un problème technique, ou je suis dans une des situations en probabilité 1 sur 1 milliard, mais celle-là, je ne sais pas la gérer, et qu'elle vous appelle à la rescousse, ça voudra dire que le conducteur sera responsable. Même si la probabilité est très très faible, ce sera à lui de se retourner, en espérant qu'il soit encore en condition 2, sur l'opérateur ou le constructeur, l'opérateur, donc le loueur des voitures, ou l'opérateur qui gère si c'est un problème de connectivité, si le problème technique vient du fait que la voiture avait perdu ses radars, en un coup, ces informations n'étaient plus transmises, jusqu'au constructeur. Mais les constructeurs, pour certains, sont tellement certains de leur technologie qu'ils préfèrent déjà aujourd'hui, et je cite par exemple une marque suédoise très connue, il en reste plus beaucoup d'ailleurs, qui commence par un V, et ils préfèrent carrément dire, voilà, on est d'accord de lancer des véhicules de niveau 5 dans lesquels nous prenons la responsabilité. Ça veut dire, on sait qu'il y aura une probabilité de 1 sur, je dis un truc, 1 million d'avoir un accident mortel. Nous prendrons en charge l'intégralité des frais, qui seront énormes évidemment en cas d'accident, surtout si malheureusement il y a des personnes décédées. Nous engageons à prendre l'intégralité de la responsabilité, donc des frais, sachant que la probabilité sera très très faible. Oui. Et ça peut être plus intéressant que d'obliger tout le monde à prendre une assurance, qui est bien évidemment un gros avantage concurrentiel. Si vous optez pour cette marque-là, par rapport à une autre marque, vous serez toujours obligé de prendre une assurance. Alors, il y a aussi une question morale qu'on voit revenir, mais c'est peut-être une sorte de débat un peu académique sur est-ce qu'à un moment, le logiciel va devoir faire des jugements de valeur au moment de prendre une décision, par exemple, face à un obstacle. Vous savez, vous avez vu tous ces débats sur vaut-il mieux renverser un enfant que deux personnes âgées ou renverser un piéton plutôt que de rentrer dans un mur ou un poteau qui mettrait en danger les occupants du véhicule. Est-ce qu'on est face à un débat un peu stérile parce qu'en fait le logiciel se pose jamais ces questions-là, ou est-ce que vraiment il va falloir se poser ces questions-là, voire même légiférer sur ces questions? Alors très probablement que ça n'arrivera jamais. Il faut jamais dire jamais, mais à probabilité extrêmement faible. Parce que j'aime bien cette question qu'en fait elle sous-tend la question éthique. Et en d'autres termes, la voiture autonome, elle est tellement parfaite que ça nous embête. Alors on essaie de lui trouver des poux, un petit peu comme quelqu'un à l'école qui réussissait trop bien ou en entreprise qui a une promotion. On va préférer imaginer que c'est parce qu'il est le copain du patron que tu dis, ben non, objectivement, dans toutes les situations, il est meilleur que nous. Et on lui a trouvé quelque chose, la voiture autonome, c'est que elle n'a pas, a priori, elle n'a pas ce sens de l'éthique que nous targuons d'avoir. Sauf quand on est un petit peu bu, peut-être qu'on est sur son téléphone au volant. Mais ça, on oublie un peu. Donc,
c'est vraiment une question qui a été posée avant que on imagine vraiment que ça puisse se passer dans la réalité. En d'autres termes, le jour où la voiture doit choisir, elle fera comme vous. Elle va d'abord essayer de freiner. La grande différence, c'est que nous, êtres humains, l'obstacle, et je vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé une seule fois dans votre vie de devoir choisir entre le trottoir, une voiture ou autre? Non. Entre le piéton et l'obstacle, non, rarement, non. Ou autre, on va essayer soit, bien sûr, primo de freiner et secondo d'éviter l'obstacle quel qu'il soit. La grande différence, c'est que nos capacités cognitives sont complètement différentes. Nous, l'obstacle en question, nous l'aurons vu trop tard, parce qu'on dormait, parce qu'on était en somnolence, parce qu'on était comme on est 90% de notre temps sur l'autoroute dans un état proche de l'hypnose. Donc c'est un peu inquiétant, mais c'est la réalité. On l'aura vu trop tard et on l'aura vu avec nos yeux, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que notre Père Dieu, là où la voiture autonome, elle a des capteurs, des radars, des lidars, des sonars, des capteurs à faible vitesse et à faible distance, d'autres plus loin. Elle aura vu venir l'obstacle derrière l'angle mort que nous n'avons pas vu. Elle aura vu qu'un véhicule sortait à sens interdit, chose pour laquelle notre cerveau n'est pas préparé, parce qu'on part du principe que le million de fois qu'on est passé à tel endroit, jamais personne n'a débouché d'un sens interdit, était en tort. Elle l'aura vu. Donc, cette question, je pense qu'on peut la mettre un petit peu de côté, rien que sur cet aspect de capacité cognitive où elle aura vu l'obstacle. Le jour où l'obstacle sera une voiture connectée, en plus, elle aura dit, tiens, je suis en train d'arriver dans le mauvais sens, en plus. Alors, quand même, on sent évidemment qu'on est face à une sorte d'inconnu pour les millions de conducteurs aujourd'hui qui se demandent si dans 10 ans, 20 ans, ils conduiront encore. Du coup, on sent parfois le consommateur un peu frileux. Il y avait un sondage récent en France qui disait que, voilà, on était face à un enthousiasme, disons, mesuré. Un Français sur 3 se dit prêt à l'achat. C'est déjà beaucoup pour quelque chose qu'on ne peut pas toucher vraiment aujourd'hui. Mais seuls 6% se disent prêts à l'utiliser immédiatement après sa mise en circulation. 35% disent qu'il faudrait qu'ils attendent au moins 5 ans pour en voir d'autres pour être certains de leur sécurité. Et 34% quand même estiment qu'ils ne se sentiront jamais à l'aise dans une voiture sans conducteur. Il y a des choses face auxquelles on a l'impression de voir presque de la panique morale. Alors, comment est-ce que ça s'explique? Comme on le disait tout à l'heure, par la relation forte qu'on a à l'automobile aujourd'hui, ou alors on vous parle aussi de la fin du plaisir de conduite. Le plaisir de conduite, c'est pas un truc qui arrive tous les jours quand on va au bureau, mais comment vous expliquez ces réticences-là et comment on fait pour les dépasser? Je pense que les réticences sont fortement liées à la manière dont c'est médiatisé. Je reprends l'exemple de cet accident mortel qui a eu lieu en mars 2018. Il a fait la une de tous les réseaux sociaux, de tous les médias, de toutes les télévisions, alors que c'était assez loin de nous. C'est rare qu'un accident se passant en Arizona fasse la une sur une chaîne de télévision française, polonaise, et a vraiment fait le tour de toute la planète. C'est vraiment bien la preuve que c'est cet aspect-là, lorsque vous médiatisez énormément un accident, ça donne l'illusion qu'il y a eu 10 000 morts ce jour-là. Le hasard veut que ce jour-là, je donnais une conférence, on m'avait dit, attention, fais attention avec ton optimisme de ces voitures, il y a eu un mort. Je dis, oui, en effet, mais dans la même journée, il y a eu 3500 morts. Il y a eu l'équivalent de 10 Boeing 737 qui se crachaient dans la même journée, et ceux-là n'ont pas fait la moindre ligne dans aucune presse écrite ou autre. Donc, la crainte et la manière dont elle est véhiculée, alors pour l'instant on a un autre sujet qui est le Covid aussi, avec beaucoup de questions sur la manière dont tous les jours on ne parle que ça. Est-ce que c'est la première cause de mortalité? Bien évidemment que non, mais c'est la plus médiatisée, donc ça émeut les foules. Il est probable que cette crainte dure tellement longtemps que finalement les voitures pleinement autonomes concernent une nouvelle génération, qu'entre-temps sera passé à une autre génération. Si vous regardez, je pense que vous devez avoir probablement des statistiques en matière notamment d'assurance, les jeunes conducteurs sont de moins en moins jeunes. Et de plus en plus, en tout cas dans tout ce qui est centre urbain, toutes les périphéries urbaines en Europe, c'est un phénomène vraiment européen, on voit que l'âge du passage le fameux permis de conduire, qui de mon temps était le Graal suprême qu'on avait dans la semaine de ces 18 ans, oui, la chose sur laquelle on se ruait dès la majorité. Absolument. On faisait la file le jour de son anniversaire pour passer son permis de conduire. Aujourd'hui, on a une moyenne, je pense, de 22, 23 ans. Plus du tout pour la liberté à 18 ans, mais pour trouver un job, parce que ne pas avoir de permis de conduire sur un CV, c'est se tirer déjà une balle dans le pied pour avoir accès au marché de l'emploi. Donc, de plus en plus, on voit qu'il y a une réticence, donc d'aller vers des alternatives. Et donc, les jeunes générations vont
notamment, non seulement contribuer à l'avènement des voitures autonomes, mais aussi à la multimodalité, au fait de dire, tiens, pour me déplacer d'un point A à un point B, je n'ai plus forcément besoin d'un truc sur 4 roues qui est devant la maison, avec des clés de voiture dans ma poche, mais je peux peut-être un petit peu marcher, puis prendre une trottinette, puis un vélo en partage pour arriver jusqu'à une station de métro, etc., tout en étant en permanence connecté sur mon smartphone. Ça c'est quand même mieux que quand on est au volant, on peut pas regarder son téléphone. Et dans le but d'aller d'un point A à un point B de la manière la plus facile possible et également la moins chère. Donc lorsque cela va se démocratiser, donc beaucoup de villes sont en train vraiment de développer cette multimodalité, l'accès à tout, plus train, tram, taxi, mobilité douce, trottinette, vélo, etc. Ça va de pair avec les voitures autonomes. C'est intéressant, c'est même passionnant d'imaginer que les plus jeunes générations, les enfants qui sont, je sais pas, en maternelle aujourd'hui, ont peut-être d'ailleurs une chance de ne pas avoir à jamais passer un permis de conduire. Merci beaucoup Damien Derwan. Je rappelle votre dernier ouvrage paru, Voiture autonome, pourquoi et comment elle va changer votre vie. Ça existe en édition numérique, moi je l'ai trouvé sur Amazon. Absolument. En édition numérique, papier, sur LinkedIn, j'ai fait un TEDx, le site Romax Consult également, vous pouvez consulter. Ça, c'est tous les endroits où on peut vous retrouver en ligne. Je rappelle, vous êtes consultant en automobile et spécialiste donc de la voiture autonome. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.